BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together. L'objet du débat cette semaine, ce sont les entreprises où il fait bon de travailler quand on est une femme. Pour aborder ce sujet, on est avec trois expertes et expertes. Bonjour Tiffaine Gallier. Bonjour. Vous êtes la directrice conseil d'un organisme qui fait foi sur ces sujets d'endroits où il fait bon de travailler, Great Place to Work France. On est avec Sarah Huet. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de A Female Agency, un cabinet de chasseurs de tête spécialisé dans la tech. Et on est avec Olivier Angotti. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Angotti sera notre épine dorsale juridique. Vous êtes avocat associé au cabinet FTMS. Avec vous, on zoome sur ces endroits où on n'est pas trop mal quand on est une femme en France en 2022. Et pour établir un classement de où il fait bon travailler, Tiffaine, vous avez quelques éléments pour nous. Absolument. C'est vrai que chez Great Place to Work France, notre rôle, c'est de faire des diagnostics et du conseil en qualité de vie au travail. Donc, régulièrement, tous les ans, on sort un palmarès Best Workplaces France sur l'ensemble de la population et on fait une liste qui sort tous les ans. Au mois d'octobre, pour les femmes en particulier. Et donc, on va aller regarder un certain nombre d'éléments et on a la chance, en octobre dernier, d'avoir mis en avant 30 entreprises. Alors, on va revenir sur les certains éléments, comme vous dites. Donnez-nous peut-être le top 3 des endroits où c'est bien d'être une femme salariée. Alors, c'est pas vraiment un top 3 sur la liste parce que, effectivement, c'est plutôt une liste ordre alphabétique. On essaye d'éviter les classements et la compétition sur cette liste. Mais pour vous donner les 3 premiers en ordre alphabétique, on a AbbVie France, Babylon by Veolia et American Express. Voilà, on est à la fois sur des petites entreprises de taille assez réduite jusqu'au grand groupe. Vous avez cité American Express. Alors, il y a quelques enseignements qu'on va quand même tirer de cette liste d'une trentaine de boîtes. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'en 2022, on doit encore se concentrer sur la situation des femmes? Sarah, qu'est-ce qui explique ce besoin encore d'être coucounée? Alors, c'est peut-être pas forcément le terme coucouné que j'emploierais, mais en tout cas, il faut qu'on s'attarde à savoir ce qui va pas dans certaines entreprises pour travailler plus avec les critères qui vont bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment Enfin, nous, c'est ce qu'on voit. Il y a vraiment une volonté déjà de la part des entreprises de s'améliorer. Nous, on l'a vu dès qu'on a monté l'entreprise et le cabinet de recrutement A Female Agency. Les fondateurs nous contactent et ils ont vraiment l'envie. On est un des moyens, une des solutions pour recruter plus de femmes, pour bien ce qu'on appelle les onboarder, donc elles sont bien dans l'entreprise. Donc cette volonté-là, elle est partagée. Il n'y a pas besoin de sensibiliser. Les boîtes ont compris que pour attirer, retenir et puis surtout dans les critères de performance, que les femmes soient bien dans leur boulot au quotidien, c'est super important. Donc la volonté est là. Je ne sais pas si elles ont besoin d'être plus coucounées que les hommes, peut-être plus accompagnées, et notamment dans le secteur de la tech, qui est un secteur encore très masculin. On a parlé un petit peu, on va parler avec Tiffaine de grands groupes, mais dans la tech, on a encore 80% d'hommes, en tout cas dans les structures de management et de direction. Donc forcément, on a besoin un petit peu d'aller chercher les critères qui vont les amener à exceller dans ces structures qui sont quand même bien particulières. Olivier, vous êtes avocat en droit social. Est-ce que, à défaut d'être coucounées les femmes, est-ce que les employeurs ont besoin d'être coucounés, accompagnés, encore poussés? Et quelle est la boîte à outils dont dispose une entreprise, PME, grand groupe ou start-up aujourd'hui pour bien accueillir des femmes? Lorraine, ça fait 70 ans qu'on en parle. 70 ans à l'échelle européenne. Il y a un texte de 1953 qui pose ce principe d'égalité. D'abord centré sur la rémunération, mais ensuite de façon plus générale sur l'accès à l'emploi, la promotion dans l'emploi et ainsi de suite. Donc, oui, je pense que selon que vous êtes un homme ou une femme, selon que vous êtes un dirigeant ou un salarié, selon que vous êtes un inspecteur du travail ou un magistrat, vous n'allez pas avoir vraiment la même approche de ces questions, parce que vous pouvez regarder, ça fait 2 siècles qu'on a le principe d'égalité sur le fronton de nos mairies, ça fait 70 ans qu'on a des textes et qu'on le rappelle de proche en proche à chaque législature. Donc il y a un moment où effectivement on peut se dire ça a beaucoup tardé. Donc maintenant c'est vrai qu'on a une boîte à outils juridique et il faut saluer le travail qui a été fait par les législateurs et par les gouvernements successifs. C'est pas quelque chose qui est spécifique à un bord ou à un autre. Il y a cette idée d'accompagner. En fait, on sait qu'il y a un mouvement de fond qui est social et sociétal. Mais ce mouvement de fond, on va l'accompagner par des indices, par une publicité, le name and shame, mais
sous l'angle vertueux, c'est-à-dire qu'on va montrer par les indices, par les enquêtes comme celle de Great Place to Work, qu'il y a des entreprises qui ont des bonnes pratiques, les fameux best in class, et ça va inciter tout le monde. Et puis en plus de cette incitation, eh bien, on a un arsenal juridique, ça les Français sont très forts, vous savez, ce gros texte du Code du travail, en fait, c'est quasiment les trois quarts qui sont sanctionnés pénalement. Donc on attend des inspections du travail, des contrôles renforcés. Donc on a cocooné, on continue de cocooner, mais on a tout un arsenal juridique qui nous permet de continuer à avancer. À dire vrai, c'est vrai que ça fait 70 ans que c'est dans le principe, on est quand même mieux aujourd'hui qu'il y a 70 ans. Alors, quelle est la perception des femmes sur la qualité de vie au travail? Quelles sont les variables de votre index, Tiffaine, enfin de l'index de Great Place to Work? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, d'ailleurs, pour revenir sur la toute première question, on a la chance chez Great Place to Work de faire aussi une enquête auprès d'un échantillon représentatif de salariés français tous les ans. Et là, pour cette année, il y avait quand même 64% des salariés, tous genres confondus, qui déclaraient être traités équitablement, quel que soit le genre. Donc on pourrait se dire 64%, mieux que 50%. Bon, mais pas incroyable non plus. Et effectivement, avec des écarts sur les sujets de rémunération, d'accès aux promotions et d'avantages spécifiques. Donc on a vraiment encore des cailloux dans la chaussure qui sont quand même assez importants. Et effectivement, sur la partie liste Best Workplaces France, eh bien, on regarde ces différents sujets. Notamment, déjà, il faut être au palmarès global. Donc, que toute la population de l'entreprise soit de bon niveau en termes de qualité de vie au travail. Ensuite, on va avoir un enjeu de représentativité. Il nous faut au moins 33% de femmes dans l'entreprise et 33% de femmes managers dans l'entreprise. Parce que c'est bien beau d'avoir des femmes, encore faut-il qu'elles aient le pouvoir, dans une certaine mesure naturellement. Mais ça, c'est très important. Ensuite, on va aller voir si un nombre suffisant de femmes ont bien répondu à l'enquête et quelles ont été leurs réponses sur un certain nombre de critères en lien avec ce que j'ai pu dire, c'est-à-dire la rémunération, l'accès aux promotions, ce genre de choses, aussi les équilibres des temps de vie, parce que la parentalité reste, malgré tout, malgré le travail sociétal qu'on peut faire par ailleurs, quand même toujours un travail en majorité féminin. Oui. Et donc, sur tous ces sujets, on va voir comment elle se situe. Ensuite, dernière chose, on va aller interroger les entreprises sur leurs pratiques RH et managériales au quotidien et encore une fois, des indicateurs d'impact pour voir un petit peu si, en fait, tout ce résultat, est-ce que c'est le fruit d'une prise en main consciente de ce sujet ou si c'est juste un heureux hasard. Sarah, vous aidez des entreprises à attirer et à recruter des talents féminins. Est-ce que vous avez des femmes qui arrivent avec des candidates, qui arrivent avec des exigences très précises? Est-ce qu'elles arrivent avec un cahier des charges de la qualité de travail des boîtes dans lesquelles elles postulent ou elles se portent candidates? Alors encore une fois, moi c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les entreprises tech ont du mal à attirer et donc quand ces femmes arrivent, même en entretien, généralement elles ont un petit peu le tapis rouge. On essaye vraiment de leur montrer la culture de la boîte qui est très inclusive. Ça dépasse souvent le genre, ça va sur l'âge, le background. Tant sur des profils tech par exemple que des profils non-tech. Ouais. Cette culture qu'on appelait la bro-culture, donc comme Brothers aux États-Unis, elle commence un tout petit peu à s'effacer. Et pourquoi vous l'avez mentionné, Tiffaine, parce qu'on met des femmes à haut niveau aussi. Et la culture d'une entreprise, c'est avant tout des comportements, c'est avant tout des signaux faibles pendant les journées de vie au quotidien. Et donc tout ça, en fait, ça transpose parmi les managers des entreprises. Donc s'il n'y a pas de femmes à haut niveau, s'il n'y a pas de femmes fondatrices, clairement, on a ces comportements qui peuvent être un peu déviants ou mal interprétés. Et puis une culture de boîte qui n'est pas forcément super adéquate à des profils féminins. Donc déjà, quand on met des femmes à haut niveau, ça commence à changer un petit peu la donne. Donc elles n'ont pas forcément un cahier des charges super précis, mais de voir des vidéos, de voir une culture de boîte et de la sentir lors des premiers entretiens, lors des échanges qu'elles vont avoir avec les collaborateurs, ça les aide aussi à se projeter et à se dire très bien, cette entreprise-là, elle me convient. Vous avez souligné la parentalité. Je pense que c'est un des éléments fondamentaux et c'est pas seulement, enfin, en tout cas, c'est pas seulement un sujet de femmes, mais aussi d'hommes de plus en plus. Parce que les fondateurs commencent dans la tech à avoir aussi des enfants. On est très contents pour eux. J'ai entendu que cette génération French Tech commence à vieillir
rire un peu. Exactement, non mais c'est vrai, tout à fait. Et c'est le cas. Et donc ça commence aussi à évoluer sur ces sujets. Donc la parentalité, il faut la prendre en compte pour les hommes, pour les femmes, le travail, le télétravail aussi. Tous ces sujets-là, c'est des éléments, j'en discutais encore ce matin avec une candidate, qui sont demandés par contre. Eh oui. S'il n'y a pas de jour de télétravail, compliqué pour s'organiser pour la vie personnelle. À vous entendre, le lieu de travail finalement est plutôt un lieu de progrès social. J'aimerais qu'on conclue sur cette notion de storytelling. On n'entend pas beaucoup de femmes, je suis journaliste, vous êtes avocat, on ne voit pas beaucoup de femmes qui storytellent leur entrée dans les boîtes. On voit beaucoup d'hommes qui vont dire « je suis rentré dans cette boîte, c'était génial, etc. » Aux États-Unis, on a vu pas mal de femmes dans la tech qui faisaient leur journée, leur premier jour chez Twitter, ou leur premier jour chez Instagram, de manière un petit peu caricaturale. Pourquoi on ne storytelle pas plus quand on est une femme, son entrée dans une boîte, les choses qui s'y passent bien? Pourquoi on n'est pas la porte-parole d'une boîte où il fait bon vivre? Je dirais que, pour certaines d'entre elles, peut-être qu'il y a ce syndrome de l'imposteur et de l'autocensure. Ouais. Malgré tout, on en est toujours là. Même si on vient d'être choisi parmi tout un panel de candidats et de candidates, on a l'impression qu'il faut encore une fois faire ses preuves. Donc ça joue effectivement. Ensuite, disons que l'intérêt d'avoir plus de femmes, notamment managers, c'est de pouvoir aussi avoir la possibilité pour chaque femme d'être qui elle est en termes de personnalité. Il y a des femmes qui aiment prendre la parole, il y a des femmes qui n'aiment pas prendre la parole, comme les hommes. Et plus on sera nombreuses, plus on aura ce genre de rôle modèle qui pourront tout à fait se saisir ces sujets. Olivier, en 30 secondes. Oui, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on passe d'une logique d'incitation à, dans certains cas, une logique de quota. Et on voit que sur une dizaine d'années, en fait, cette logique de quota, elle percole et on a une mixité de plus en plus grande qui se passe, à tel point qu'aujourd'hui, nous, on entend qu'il n'y a pas assez de femmes sur certains secteurs, pas assez de femmes pour certains postes, et donc ça va créer un appel d'air. Donc, rendez-vous dans 10 ans pour faire un nouveau point. Mais on se rend compte au bout des 10 ou 12 ans de la première loi sur les quotas que ça a eu un effet favorable, à tel point qu'aujourd'hui, cette mécanique de quotas peut se développer un peu plus loin. Sarah, le mot de la fin. Moi, je pense qu'on a en effet un petit peu de retard par rapport aux États-Unis. Je suis d'accord avec vous, Lorraine. Ça va venir. On le voit déjà sur les réseaux sociaux, on le voit pas mal sur LinkedIn. La jeune génération qui arrive, la Gen Z, est beaucoup plus enclin à poster, à partager leur quotidien au bureau et aussi à remettre en question parfois le statu quo des entreprises. Donc, je suis assez optimiste. Voilà, vous entendez, ça percole. Merci beaucoup à vous trois. Je rappelle qui vous étiez respectivement. Tiffaine Gallier, la directrice conseil de Great Place to Work France, Sarah Huet, la cofondatrice de Female Agency, et puis Olivier Angotti, notre avocat du jour, avocat associé au cabinet FTMS. Merci beaucoup à tous les trois.